Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Pour ce 8e épisode, j'ai demandé à Sarah de me parler d'elle et de son point de vue sur la question, mais aussi et surtout, de me raconter son parcours pour le don d'ovocytes. Si l'épisode te plaît, tu peux soutenir le podcast en me mettant des étoiles ou un commentaire. J'ai aussi mis en ligne une page Tipeee avec des contreparties. Bonne écoute! Trop bon. Je fais de chocolat autour de la bouche. De toute façon, non mais j'ai jamais su manger le chocolat. Et ma mère, elle me l'a toujours dit, elle me le dit toujours. Et j'en ai toujours tout le temps partout. Comment on est censé commencer l'entretien? Sans transition. Du coup, je m'appelle Sarah. Je viens d'avoir 24 ans. Je suis styliste en chaussures et maroquinerie, en freelance, à Paris. J'ai toujours vécu à Paris. Je suis née en banlieue parisienne. Je crois que mes parents aussi sont nés en banlieue parisienne. Mes parents sont séparés depuis mes plus vieux souvenirs, vu qu'ils sont séparés quand j'avais 4 ans. J'avais un grand frère, donc lui se souvient beaucoup plus de cette séparation que moi. Mais du coup, moi, j'ai vraiment jamais connu mes parents ensemble. J'ai jamais été vraiment proche de mon père parce que je le voyais qu'un week-end sur 2. Ni avec ma mère, j'ai jamais aimé partager des choses avec ma mère. Et puis mon frère, de toute façon, c'est un degré au-dessus parce que genre lui, il a vraiment été solitaire depuis hyper longtemps. Je pense que ça joue aussi un petit peu sur mes opinions aujourd'hui à propos de la famille, etc. C'est que j'ai eu un cadre familial très très agréable, toujours soutenant, aimant, etc. Mais j'ai jamais pu constater un impact sur un désir de maternité ou quoi. Enfin, parfois, quand j'entends mes potes parler de tout ça et parler d'enfants, etc., j'ai l'impression que c'est extrêmement lié du coup à la vie qu'ils avaient quand ils étaient enfants, etc. Et moi, quand j'y réfléchis, je me dis, mais j'ai jamais eu d'ambiance familiale hyper intense. Par exemple, j'ai jamais fait de grand Noël en famille. On a toujours été un tout petit comité. Mais il y a un truc que j'ai toujours aimé dans cette famille, et du coup notamment à 3, vu que, comme je t'ai dit, on était principalement avec ma mère, c'est que tous les dimanches soirs, on faisait des crêpes. Ça, c'est un truc que mon frère, il a gardé d'ailleurs. Du coup, de temps en temps, je vais chez lui le dimanche parce que je sais qu'il fait des crêpes avec sa meuf. Et on faisait apéro et crêpes devant la télé dimanche soir. Et genre ça, c'était un vrai moment, je me rappelle, quand mon père, il nous ramenait de notre week-end et qu'il nous déposait. En fait, on arrivait dans la maison et maman, elle avait fait les crêpes, ça sentait de ouf. Nous, on adorait lui piquer des crêpes chaudes. Et aussi, surtout, quand on était un petit peu plus petits et qu'elle nous faisait prendre notre bain, ça, c'était trop bien. Ma mère, elle nous apportait des crêpes chaudes dans le bain. Et puis, elle nous faisait des shampoings au violet d'op à la pomme. Et genre, ça, c'est un truc qui ressemblait au paradis, quoi. Je pense quand j'étais petite. Ma mère a toujours été très tolérante. Je parle beaucoup de ma mère du coup parce que j'ai vécu durant mon enfance, on va dire 85% de mon temps avec ma mère. En gros, elle, quand elle était plus jeune, elle a été vachement bridée par sa propre mère. Et du coup, elle me disait clairement fais ce que tu veux, moi je te laisse faire ça parce que j'ai pas pu le faire, j'aurais sûrement aimé le faire. Et j'ai pas du tout envie d'infliger à ma fille ce qu'on m'a empêché de faire, quoi. Donc... Évidemment, après, comme tous les parents enfants, on a eu des embrouilles et des points sur lesquels ça allait pas, mais globalement, ça se réglait très vite et au moins, il pouvait être compréhensif. Et après, ce qui est de mon père, on n'a jamais partagé grand-chose, mais après, mon père, c'est une relation que j'ai développée plus tard, quand justement, j'ai commencé à forger mes propres opinions, à sortir du foyer, etc. Notamment parce que déjà, à la base aussi, ma mère, elle est apolitique. Tout ce qui est question de société, on n'a jamais partagé. Donc en fait, tout ce qui est de ce plan-là, c'est quelque chose que j'ai développé plus tard avec mon père, avec qui, pour le coup, sentimentalement, j'avais jamais partagé quoi que ce soit.
Enfin, aussi parce que je me suis rendu compte, quand dans des moments ça allait pas, etc., je me suis rendu compte que mon père, il avait pas les moyens de me rassurer, de me réconforter, et que c'est pas envers mon père que j'allais me tourner du coup pour aller mieux. Je me suis jamais rendu compte que j'avais jamais été proche de mon père au final, en fait. Parce que un week-end sur 2, c'est rien, quoi. Et puis, qu'est-ce que tu fais pendant ce week-end sur 2, quoi? En plus, il y avait ma belle-mère, enfin, genre, il avait vraiment sa vie à côté, etc. Mais moi, du coup, je m'en suis rendu compte récemment et du coup, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager des choses avec lui. Mais c'est pas un truc qui m'avait manqué non plus. Et en fait, malgré ça, ils ont toujours été aimants et toujours là pour moi, etc. Donc, pour moi, je trouve, enfin, j'ai l'impression que c'est un bon équilibre, c'est que je me sens pas forcément dépendante de ma famille d'un point de vue émotionnel, etc. Et en même temps, je sais qu'ils sont là pour moi, mais j'ai jamais eu de pression. J'ai jamais eu de réflexion sur si je voulais peut-être avoir créé une vie de famille plus tard, etc. Machin. Et en fait, je crois que ça m'a plus libérée qu'autre chose et ça m'a permis d'être totalement indépendante sur ces questions-là. Et du coup, je me sens assez reconnaissante. J'ai eu une enfance hyper agréable, tout s'est toujours bien passé. Enfin, j'ai toujours été hyper soutenue. Donc clairement, j'ai l'impression en disant tout ça que je suis la meuf la plus chanceuse du monde, mais... je m'en sors vraiment bien. Une personne assignée femme à la naissance peut donner quelques-uns de ses ovocytes pour permettre à d'autres personnes de devenir parents. L'ovocyte est une cellule reproductrice, un gamète dit femelle, qui deviendra ovule une fois fécondé par un spermatozoïde. Une personne assignée femme à la naissance en possède en temps normal des milliers dans ses ovaires. Et tous les mois, une dizaine se développe pour aboutir à la maturation d'un seul ovocyte, qui sera libéré et pourra être fécondé. En France, le don d'ovocytes est régi par les lois bioéthiques du 29 juillet 1994, qui précisent que la personne donnant doit avoir entre 18 et 37 ans, être majeure et en bonne santé. Depuis la révision des lois bioéthiques de juillet 2011, il n'est plus obligatoire d'avoir déjà eu au moins un enfant pour donner. Si la personne est en couple, le conjoint ou la conjointe doit également donner son consentement au moment du don. Pour les dons de spermatozoïdes, les personnes assignées hommes à la naissance doivent avoir entre 18 et 45 ans et il faut également le consentement de la conjointe ou du conjoint. Le don est gratuit, aucune rémunération en retour du don, et les frais médicaux sont pris en charge, et jusqu'à l'adoption des nouvelles lois bioéthiques, anonymes, c'est-à-dire qu'aucune affiliation ne peut être établie entre le ou les enfants issus du don et la personne donnant. Encore aujourd'hui, mais plus pour longtemps, les receveurs doivent impérativement former un couple hétérosexuel et être en âge de procréer, mais stérile ou souffrant d'une maladie grave, virale ou génétique, pouvant être transmise à l'autre membre du couple ou à l'enfant. En France, et depuis 2015, pour une personne fertile et en bonne santé, le don d'ovocytes est le seul moyen d'en cryopréserver quelques-uns pour en faire un usage personnel ultérieur, sans dépasser la limite de 43 ans. Je ne me rappelle plus du tout comment je suis débarquée là-dedans. Je pense que je suis tombée sur un article ou un post quelque part et ça m'a renvoyée au site dondovocytes.fr. J'ai appris des trucs que je connaissais pas parce que personne ne nous parle de ça. Que ça marchait dans ce pays sous forme de dons et que clairement il y avait une grosse pénurie. Cette réflexion-là, j'ai dû me la faire il y a un petit peu plus de 2 ans. Je sais même pas s'il y a eu un déclic, mais genre dans ma tête, je me suis dit, je suis en capacité, je remplis les critères. Clairement, je vois pas pourquoi je le ferais pas, il y a des gens qui en ont besoin. Je sais pas, ça m'a paru naturel. Je me suis donné quand même la réflexion, j'ai commencé à en parler aussi. Bon, ça, là, tu te rends compte aussi que personne n'est au courant. Et à un moment, je me suis dit, je sais pas, c'était vers la rentrée 2018. Je me suis dit, bon là, ça fait un moment que je le sais, que j'y pense. L'idée, elle m'a pas quittée, donc clairement, je vais le faire. Et aussi, entre-temps, moi, j'ai une amie qui a de l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques. Et en gros, j'ai pu lui parler de ça quand je suis tombée sur ça parce que du coup, elle, la conservation d'ovocytes, c'est quelque chose qui la concerne également. C'est pas la même chose que le don, mais donc, clairement, dans tous les cas, on conserve les ovocytes. Donc du coup, je lui en avais parlé et ça avait aussi un petit peu approfondi ma réflexion là-dessus. Du coup, j'envoie un mail à l'hôpital. Je sais pas, genre septembre 2018. Et on me répond, donne un rendez-vous pour le 28 novembre.
Je me rappelle parce que c'était la veille de mon anniv. J'ai mon premier rendez-vous, je vois la docteure qui est hyper sympa. Petite dédicace à l'hôpital Tenon, au docteur Mathieu, qui est trop chou. Et on me met vachement à l'aise. Bon, en même temps, voilà, l'équipe, elle est contente d'accueillir des donneuses. Donc là, on m'explique bien absolument tout. On me donne 36 000 feuilles sur voilà, le procédé, le traitement, comment ça se passe, si tu veux conserver des ovocytes en faisant ce don, les risques que tu peux endurer, etc. Machin. Et moi, ça me décourage pas, c'est limite, en fait, je me rends compte que ça me motive encore plus. Et elle me dit, maintenant, vous allez faire une prise de sang et une échographie pelvienne. En gros, on fait une échographie des ovaires pour savoir combien il y a de follicules dessus, pour savoir si on a une bonne réserve ovarienne. Je dis ça parce qu'on m'a dit que j'avais une bonne réserve ovarienne et que j'avais un bel utérus aussi, si jamais on vous l'a jamais dit à l'hôpital. Ça, je m'y attendais pas parce que, quand on m'a donné rendez-vous pour l'hôpital, je savais pas que j'avais ça à faire. Donc il faut s'attendre à ce qu'on vous baisse la culotte et qu'on vous mette une sonde dans le vagin pour compter vos follicules. Qu'on vous prenne aussi une quinzaine de tubes de sang. Voilà. Donc ça, c'est pour faire les analyses, évidemment, de tout type, que ce soit maladie transmissible, maladie génétique. Et du coup, en plus de ça, on m'a donné plein d'autres choses à faire, plein de papiers à signer, prévenir ma sécu, lui envoyer un formulaire comme quoi il fallait qu'elle me prenne en charge à 100% parce que le traitement il coûte à peu près 1 000 €. Et j'ai dû aussi faire un prélèvement vaginal complémentaire dans un labo et leur envoyer les résultats. Je sais plus si j'ai dû faire d'autres trucs en plus, mais en fait, clairement, quand on sort du premier rendez-vous, on a l'impression qu'on a 36 milliards de choses à faire, que c'est plein d'obstacles, que c'est pénible, etc. Mais en fait, clairement, moi, je pense que comme dès le départ, tout ça, ça m'était un peu naturel et que j'avais vraiment envie de le faire, ça m'a pas dérangée. À la suite de ce premier rendez-vous, on m'a donné un second rendez-vous. C'était environ 2 mois après, donc en janvier. En fait, on en a plusieurs de rendez-vous. Donc clairement, il faut compter une demi-journée à chaque fois dès que vous allez à l'hôpital. À ce moment-là, j'ai rencontré donc la psychologue, enfin sa remplaçante parce que la vraie psychologue n'était pas là ce jour-là, la généticienne, le docteur Mathieu de nouveau et une autre personne, je sais plus, mais... Et bon, en gros, à ce moment-là, déjà, on vous refait des prises de sang pour revalider les examens et analyses sanguines. J'ai notamment vu la psychologue pour qu'elle valide le processus de don. C'était très simple comme rendez-vous. Elle veut s'assurer que ce que tu donnes, c'est pas tes enfants, quoi. Que ce que tu donnes, ce sont des cellules qui vont permettre à des couples d'avoir des enfants désirés. Et que toi, tu n'y vois pas quelconque lien d'affiliation parce que biologique. Là, c'était vraiment mal me connaître, du coup, pour le coup. Après, comme je l'ai dit récemment au docteur Mathieu, c'est qu'elle avait pas eu de tact. En apprenant que je voulais pas d'enfant et que mon frère non plus n'en voulait pas, elle m'a sorti du tac au tac. Mais qu'est-ce qu'ont fait vos parents ? Et j'étais là, mais c'est pas ton rôle de psy de me dire ça, là, comme ça. Genre, je suis une donneuse, tu veux vraiment que je donne ? Bon, me dis pas des trucs pareils, ok ? Il y a aussi, du coup, le rendez-vous avec la généticienne qui, elle, te demande de faire un arbre généalogique des maladies de ta famille. Et du coup, moi, je lui ai dit tout simplement, ma tante, elle a eu ça, mon père, il a ça, machin. Et je me suis dit, elle me fait hyper confiance, hein. Donc j'espère que c'est vérifiable par analyse. Résultat, j'ai été validée. Après, tu as des validations par courrier, que ce soit par la sécu, par les médecins et tout. On te dit, c'est bon, tu peux donner, c'est bon, t'es pris en charge, machin truc. Suite à ces multiples rendez-vous, donc je retourne voir la docteure Mathieu. Et elle m'avait bien dit... là, t'as eu quand tes règles, peut-être qu'elles vont tomber un petit peu par là, du coup, on va essayer de prévoir la ponction par là. Maintenant que t'as l'ordonnance, va chercher le traitement, et quand t'as tes règles, t'appelles les infirmières, et elles te donnent toutes les dates, et tout quoi faire, etc. Donc, juste avant de partir de ce deuxième rendez-vous-là, je finis par voir les infirmières qui m'expliquent bien comment utiliser les seringues et elles me donnent une espèce de feuille avec le nom d'infirmière à domicile si besoin parce que on peut s'injecter soi-même les seringues ou se les faire injecter par des infirmières qui sont payées par les sécu. Puis le premier jour de mes règles,
Puis ça aussi, faut le déterminer, parce que je sais pas toi, mais moi, mes règles, elles commencent pas non plus bim boum. Enfin, quoi qu'à l'époque, du coup, j'étais encore sous pilule. Ah oui, parce que évidemment, tu arrêtes la contraception. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et t'as pas intérêt à faire entrer une seule goutte de sperme là-dedans quand t'es sous traitement, parce que tout ça, ça a pour but de faire maturer tous tes follicules, tous tes ovocytes, au lieu de 1 ou 2. Je te laisse imaginer le dégât. Donc moi, j'avais prévenu mes plans cul et je dis, je suis en quarantaine sexuelle. Je ne prends aucun risque. On ne m'approche pas. Parce que la médecin m'avait dit, évidemment, tu peux avoir une vie sexuelle normale, etc. Mais protège-toi bien. J'étais là, wesh, non. Absolument pas. Donc voilà, du coup, j'ai arrêté la pilule et j'ai commencé à prendre le traitement. Je suis quelqu'un qui a besoin d'un peu d'adrénaline dans sa vie et c'est un truc qui me sortait de mon quotidien. Et du coup, ça me faisait kiffer de devoir me piquer, etc. Je sais, c'est hyper chelou dit comme ça. Mais du coup, ça consiste globalement en 2 injections différentes. On commence par la première et quelques jours plus tard, environ peut-être 6 jours, bon bref, on va dire au milieu du traitement, on fait la première plus la deuxième. La première seringue, elle est sous forme de stylo. La docteure, en fait, elle t'a prescrit sur l'ordonnance le dosage correspondant, en gros, à toi, à ta morphologie, à ton âge, etc. Le dosage d'hormones que tu dois t'injecter. Donc du coup, ça, tu le rentres sur le stylo, tu prépares le terrain, tu te l'injectes. Franchement, les aiguilles, elles rentrent comme ça. Surtout la première, parce que je vais pas mentir, la deuxième, elle a été plus dure, mais je pense que le plus dur là-dedans, dans le fait de se piquer soi-même, c'est de comprendre les étapes. Après, ça va tout seul. La deuxième seringue, elle a une aiguille un peu plus grosse, donc en fait, je me rappelle, la première fois que je l'ai utilisée, elle a pas voulu rentrer dans ma peau. Et j'étais là genre, ça bute. Alors, ça, il faut savoir, le docteur le précise, c'est que les effets, ils sont vraiment propres à chacun. Et moi, j'avais clairement eu aucun effet secondaire. Je sais pas si c'est parce que jusque-là, j'avais été sous pilule pendant des années et des années, ou juste aussi clairement parce qu'elle me l'avait dit, la médecin, elle m'a donné très peu d'hormones à m'injecter vu que j'étais jeune, en bonne santé, etc. J'avais une bonne réserve ovarienne, donc j'avais pas besoin d'être stimulée comme une ouf. Et le premier produit m'avait rien fait. Le deuxième, le seul effet qu'il a eu, c'est comme pour tout le monde, en fait, c'est au moment de l'injection, il crée une petite irritation et c'est comme si tu avais été piqué par une abeille, en gros. Mais ça me l'a fait juste le premier jour, en fait. Après, je pense que mon corps, il s'est habitué. Voilà, ça a été assez facile. Tout ce qu'il faut, c'est genre éviter les veines. C'est tout, parce qu'il faut le faire en sous-cutané et pas dans les veines. Hein. Pendant que tu t'injectes les différents traitements, tu vas faire des surveillances. Les infirmières, elles t'ont donné un peu les dates des surveillances quand tu les avais appelées le premier jour de tes règles. Et environ tous les 2-3 jours, à chaque surveillance, on te redit « reviens tel matin » et tout. Donc là, je me levais à 5h du matin. Et pendant tes surveillances, on te fait pareil, prise de sang, échographie ovarienne, pour vérifier où t'en es, comment tes follicules ils gonflent. Elle les mesure à l'aide d'un outil sur leur écran, etc. Moi, j'avais eu besoin de me faire renouveler mon ordonnance parce que ça a duré peut-être 2-3 jours de plus, la stimulation, pour qu'ils soient bien à la taille convenable pour qu'on puisse les prélever. Parce que du coup, on attend qu'ils aient atteint une certaine taille. En gros, quand on me donne la date de la ponction, on me dit à telle date, à telle heure, vous prenez le déclencheur. Donc ça, c'est une injection finale qui est constituée de 2 produits différents à mélanger et à s'injecter. Je crois que c'est l'avant-veille de la ponction. Là, l'aiguille, elle est encore un peu plus grosse, je crois. Mais bon, je m'étais habituée aux aiguilles. À partir de ce moment-là, mon ventre, il s'est mis à gonfler. Je ressemblais à une femme enceinte. Pas dans le genre, t'as trop mangé, parce que ça m'arrive énormément de trop manger et de me dire, voilà, j'ai un bébé de 6 mois dans le ventre. Parce que là, en fait, ça va vraiment de ton pubis à ton ventre. Donc, en fait, t'as vraiment l'impression d'être enceinte. C'est horrible. Et je commençais à avoir mal la veille de la ponction. En fait, déjà, c'était lourd. Et puis après, sur le chemin pour aller à l'hôpital le matin de la ponction, ça me faisait mal. Tu te présentes pour la ponction, pareil, je crois que c'est quand le service administratif de l'hôpital ouvre vers 7h. C'est comme toutes les opérations de toute façon avant de passer au bloc.
Tu revêts un habit fabuleux qui ressemble à un bout de torchon bleu dégueulasse sous lequel tu dois être toute nue. Et un super bonnet de douche, mais pas de douche, et des super chaussons pour tes pieds. Voilà, j'arrive au bloc. Je vois la docteure Mathieu arriver, donc je suis trop contente parce que vraiment j'adore la docteure Mathieu. Donc voilà, on m'endort et tout simplement, aucun souvenir. Tout juste que je me réveille dans la salle de réveil, je fonds en larmes. Ça doit être juste les hormones qu'on m'a injectées, je pense. En tout cas, c'est ce que disait la docteure. Suite à la ponction, pendant 48 heures, tu dois rien faire. En gros, rester allongé la première journée le plus possible, faire aucun effort, etc. Et de toute façon, tu ressens toi-même que de toute façon, si tu te lèves, tu vas un peu tomber dans les vapes. Finalement, j'ai eu mal que la journée de la ponction et peut-être un petit peu le lendemain, mais pas plus que ça. Et encore une fois, c'est comme le traitement, chacun réagit différemment. Mais voilà, c'est tout, ça s'en va très vite. Moi, au bout de 3 jours, je pense 3 jours, j'étais refaite. Par contre, ce dont je m'attendais pas, c'est que mon ventre, il a pas dégonflé de suite. Et voilà. Même si à la fin, j'en avais un peu marre et j'étais un peu épuisée, je me disais « Ah putain, je vais enfin les donner ». Et en fait, dès que je les ai donnés, je me suis dit « Oh putain, c'était trop bien, j'ai envie de recommencer ». Et je vais recommencer. Bah ouais, je suis dans mon 2e don. Je me sentais vraiment bien après avoir donné ces 42 ovocytes. Et c'est un score. Donc en fait, ça m'a vraiment confortée dans ce que j'avais fait et pourquoi je l'avais fait. Et je me suis dit, en plus de ça, vu que j'ai l'air d'avoir une bonne réserve ovarienne, enfin voilà, autant que je m'en débarrasse, lol, que je les donne. J'avais envie, ça m'avait donné envie de le refaire, que rien ne m'en empêchait. Et surtout, tant que je suis jeune, autant le faire maintenant, quoi. Et en fait, après mon premier don, j'ai arrêté la pilule totalement. Je me suis posé des questions sur ma contraception. Je me suis également, du coup, posé des questions sur mon désir d'enfant et notamment mon non-désir d'enfant, en fait. Du coup, j'ai commencé à penser stérilisation ou pas, etc. Et je me suis dit, en fait, ce serait pas mal, dans le doute de tout ça, de conserver mes ovocytes, que je n'avais pas fait la première fois lors de mon premier don, parce que j'avais vraiment envie de tout donner. Je me rappelle très bien, pendant mon premier don, on m'avait donc posé la question dès le premier rendez-vous, et même à chaque rendez-vous, on me l'a reposée. Et j'avais au départ pensé donner mes ovocytes tout en conservant une partie pour moi, en me disant pourquoi pas, on sait jamais, etc. Et en fait, à la fin, finalement... quelques jours avant la ponction, j'aurais dit non, mais en fait, je veux tout donner. Je n'en vois pas l'utilité. Au pire, je ferai un 2e don pour les conserver et du coup, là, je vous donne tout. Donc là, ensuite, à ces réflexions actuelles et sur mon non-désir d'enfant, je me suis dit que pour mettre toutes les chances de mon côté en cas de tout virement de bord ou quoi que ce soit, et de toute réflexion sur mon désir de maternité ou non, j'allais conserver mes ovocytes. Étant donné que j'avais envie de refaire un don, je me suis dit autant en profiter pour en conserver une partie, comme ça. Après, si moi j'ai des choix de vie à faire par rapport à une stérilisation ou pas, ou quoi que ce soit, enfin voilà, ça ce sera fait et puis basta. Et c'est pour bientôt. Les lois bioéthiques sont les lois qui cadrent les évolutions des sciences de la vie et les progrès de la recherche biomédicale. Elles permettent par exemple, si on va dans les extrêmes, d'interdire le clonage, mais elles sont aussi très limitantes sur d'autres sujets. Ces lois ont été créées en 1994 et devaient faire l'objet de révisions tous les 7 ans pour s'adapter aux évolutions scientifiques. Bon, comme vous vous en doutez, ça n'a pas vraiment été le cas, et la première révision a eu lieu 10 ans plus tard, en 2004. La seconde, cette fois, a eu lieu 7 ans plus tard, en 2011. Depuis cette révision-là, les donneurs et donneuses, n'ayant pas eu d'enfants, peuvent donner des gamètes, ce qui était impossible avant. Enfin, on arrive à la 3e révision, celle dont on parle aujourd'hui, soit 9 ans plus tard, et dont je vais vous parler un petit peu. En gros, le 15 octobre 2019, l'Assemblée nationale, après environ 80 heures de débat, a adopté les révisions des lois bioéthiques. Mais en France, pour qu'un projet ou une proposition de loi soit adopté,
Il faut que le texte soit voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le parcours du texte est donc loin d'être terminé, puisqu'il va désormais être discuté en janvier au Sénat. Je vais vous parler un peu maintenant de quelques révisions importantes. Article 1. La PMA, procréation médicalement assistée, va être autorisée aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Entendu par là, personne assignée femme à la naissance non mariée. Elle ne sera donc plus seulement réservée aux couples hétéros, et elle sera remboursée par la sécurité sociale. C'est déjà le cas dans 10 pays de l'Union européenne sur 28. Article 2. Le texte ouvre la possibilité de faire prélever et conserver des gamètes, spermatozoïdes ou ovules, et plus seulement pour des raisons médicales ou via un don, mais uniquement dans des établissements autorisés. Le recueil et le prélèvement des gamètes seront remboursés, mais pas la conservation. Il est aussi prévu la suppression du consentement des conjoints et conjointes pour les dons de gamètes. Article 3. Les personnes conçues par assistance médicale à la procréation pourront, si elles le souhaitent, accéder à leur majorité, aux données et à l'identité de leur géniteur ou génitrice. Ils devront pour cela s'adresser à une commission dédiée qui aura accès à une base de données centralisée et sécurisée. Si le donneur ou la donneuse refuse ce non-anonymat, il sera impossible de procéder au don. Article 21 bis. Une meilleure prise en charge des personnes qui naissent intersexes. Cela concernerait 1,7% des naissances selon l'ONU. Les familles seront systématiquement orientées vers les centres de référence des maladies rares du développement génital. Mais malheureusement, rien d'explicite sur l'arrêt des mutilations génitales, toujours courantes aujourd'hui. Dès leur plus jeune âge, et sans leur consentement, le corps de ces personnes sont purement et simplement féminisés ou masculinisés, en raison de conceptions fantasmées du féminin et du masculin. Ces transformations procèdent d'actes invasifs et définitifs, entraînant de graves souffrances physiques et psychologiques à vie. Ablation de testicules, d'ovaires, d'utérus jugés inutiles, dilatation de vagin jugé trop petit, réduction de clitoris jugé trop grand, redressement de pénis jugé tordu, prescription d'hormones sexuelles de synthèse, et j'en passe. Bref, je ne vais pas t'énoncer tous les articles, il y en a quand même 32, et c'est assez long et compliqué à comprendre. Mais si vraiment ça t'intéresse, je t'invite à faire un tour sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat, où elles sont toutes rédigées. Il y a des avancées qui sont intelligentes, d'autres moins, mais il y a surtout encore une fois, des personnes qui sont oubliées. Du coup, tu viens un peu de répondre à la première question, mais je vais te la demander plus clairement. Est-ce que tu veux des mômes? Nope. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment jamais eu d'envie d'enfant. Je me rappelle peut-être qu'en primaire, je disais des trucs du genre « Oh, moi, si j'avais un enfant, je l'appellerais comme ci, comme ça. » Mais clairement, après ça, j'ai jamais développé d'envie particulière. Et j'ai même plutôt développé du dégoût. Mes amis sauront, enfin même toi, tu sais que je déteste les enfants. Au-delà de ça, au-delà du fait que je les supporte pas, je n'ai jamais eu envie d'en avoir. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs, entre guillemets, assez tard, enfin dans le sens où comme ça a été naturel, je me posais pas de questions, etc. C'est plutôt quand j'entendais mes potes dire des trucs du genre ah bah moi plus tard, machin, mon enfant, et j'étais là genre what? No. En fait, moi, il y a beaucoup trop de facteurs. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse une liste, mais pour moi, il y a beaucoup trop de facteurs me concernant pour lesquels je veux pas d'enfants. Et en fait, que ce soit le fait que je les aime pas, le fait que j'ai pas d'envie, le fait que je veux pas changer ma vie. En fait, là, je suis soft, hein, mais normalement, j'en parle vraiment avec, je sais pas si c'est virulence le mot, mais enfin, juste vraiment, quand tu veux pas quelque chose, bah, il y a pas vraiment de trucs à développer. C'est juste que, pour moi, ce non-désir est tellement naturel. J'ai des amies qui, elles, se voient pas pourtant forcément sans enfant ou quoi, mais à qui ça angoisse de tomber enceinte, etc. Et moi, en fait, ce non-désir est tellement intégré que j'ai même pas d'angoisse de tomber enceinte ou quoi. C'est que j'y pense pas. Je pense pas à ces problématiques tellement ma vie, pour moi, elle est sans enfant. Du coup, t'as pas vraiment un premier souvenir de ta non-envie d'enfant? Non, pas vraiment. La non-envie, elle a été naturelle, je pense que c'est aussi lié à mon cadre familial et au fait que j'ai toujours pu penser par moi-même, qu'on m'a jamais mis de pression sur le fait de grandir, d'être en couple, de faire ma vie. Et du coup, on m'a jamais dit bon, et toi, Sarah, genre tu dois avec des enfants, ou bon, quand est-ce que vous nous en faites un, ou... J'ai jamais eu de remarques de ma famille proche, en tout cas, sur ça, et donc du coup, ça m'a confortée juste dans le fait d'être absolument libre de ma pensée,
libre de ces choix-là. J'étais vraiment face à moi-même pour ça et j'étais absolument pas du tout influencée par la façon dont j'ai grandi et par ma famille sur ça. Et pour ça, je suis contente parce que je me sens vraiment indépendante sur ces choix-là, quoi. J'ai eu un bon cadre familial, mais qui m'a jamais forcément donné envie. Et ça me va très très bien. Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses par rapport à ce choix de la non-maternité ? Comment font les gens pour vouloir des enfants ? Comment ? Mais pourquoi ? D'où ça sort ? Parce qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la société nous demande de nous justifier tout le temps et nous dit constamment « Mais d'où vient ce non-désir ?» Je suis désolée, mais moi, c'est l'inverse. Mais d'où vient ce désir ? Parce que clairement, aujourd'hui, l'humanité a évolué et on fait plus des enfants par survie, quoi. On les fait, j'espère, par désir. Mais du coup, moi, je me pose cette question. Ça veut pas dire que j'accepte pas. J'accepte vraiment et j'essaye de respecter vraiment au mieux les choix de vie d'absolument tout le monde. Parce que justement, j'aimerais qu'on accepte les miens. Enfin, là où je me demande pourquoi les gens en veulent, je me la pose pas tous les jours, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. De pourquoi les gens en veulent au final. Donc finalement, je me pose pas vraiment de questions sur ce non-désir de maternité. Il est comme ça, il est naturel chez moi. Chez les autres, il l'est ou il l'est pas. Ou on ne sait pas, ok. Enfin, que j'ai pas à me justifier parce qu'il est tellement naturel et tellement intégré que en fait, même si on me demande de me justifier, ce qui est totalement déplacé, je saurais pas en quoi, finalement. C'est un truc que j'ai intégré. Donc je me pose pas tant de questions que ça. Et est-ce que ça t'arrive de douter ? Pas vraiment. En fait, je pense pas que ce soit lié au doute. Il m'arrive des fois de trouver des enfants mignons où je me dis « Ah, ça doit être chouette de faire ça avec son enfant ou quoi ». Mais ça remet pas du tout en question. Je me dis pas dans ma tête ah ouais, peut-être que ça pourrait être bien en fait, peut-être que j'ai envie de connaître ce que c'est, etc. En fait, non. C'est comme je me rappelle, ma mère, elle m'avait dit l'amour que t'as pour un enfant, c'est tellement incroyable que je trouve ça dommage que t'aies pas envie de connaître ça, etc. Et moi, j'ai répondu un truc du genre mais en fait, ça ne me manque pas. Enfin, je le connais pas. Donc, je saurais peut-être jamais ce que c'est, mais tant pis, vu que je ne sais pas ce que c'est, ça ne peut pas me manquer ou je ne peux pas être lésée de ne pas l'avoir, en fait. Et en fait, c'est un peu pareil. Donc, je me dis, ah, c'est vrai que cet enfant, il est mignon ou quoi, etc. Mais alors, à aucun moment, ça va remettre en doute, comme je t'ai dit, tout ce que j'ai intégré, moi, naturellement, vis-à-vis de ce non-désir. Puis de toute façon, qu'est-ce que c'est dans la liste des pour et des contre ? Quelle a été la réaction de tes parents et de ton entourage par rapport à ce choix-là ? Ça n'a pas été un truc virulent parce que c'est pas quelque chose que j'ai posé de but en blanc du jour au lendemain, comme si j'avais changé d'avis ou quoi que ce soit. J'ai toujours quand même fait part de mon dégoût des enfants et du fait que j'ai trouvé insupportable, etc. Donc ça, c'est quelque chose que ma famille a pu constater, mais on ne s'est jamais posé, je leur ai jamais dit « bon, moi je me vois vraiment pas avoir des enfants ». En fait, comme c'est vraiment une position qui ne tient qu'à moi, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin d'en parler à ma famille parce que elle a rien à dire sur ça. Et en fait, comme aussi, je t'ai dit, ils m'ont jamais fait de réflexion sur la maternité ou quoi, j'ai jamais eu l'occasion non plus de leur rétorquer. Ah non, mais ça sert à rien que tu dises ça parce que je compte pas en avoir. Hein. Donc en fait, pour moi, c'était assez normal que ma famille était au courant que j'avais pas ce désir-là. Par contre, en fait, récemment, quand j'ai commencé à parler de stérilisation, et pourtant j'en ai pas parlé de façon hyper concrète, en mode demain je passe sous le billard. Hein. J'ai commencé à avoir des retours de ma mère que je pensais pas, parce que pour moi il était évident en fait que ce non-désir-là, toute ma famille était au courant. Et en fait, pas tant que ça. Du coup, là, quand j'ai commencé à parler de stérilisation, ma mère, elle a pas trop compris. Elle a trouvé ça un peu extrême. Elle a dit un truc, d'ailleurs, ça m'a un peu blessée et énervée aussi, évidemment. Du genre, moi vivante, je te laisserai jamais faire un truc pareil. C'est là où c'est un peu paradoxal, parce que
J'ai vraiment pas été élevée dans l'idée que la famille, c'est un truc de ouf. Et là, tout d'un coup, quand j'ai l'impression de parler de quelque chose qui est plutôt évident, dont on est tous au courant, et bah, ça fait un peu obstacle. Ma mère, je pense que c'est vraiment juste une histoire de... Elle a dû vraiment aimer ça, la maternité. Elle a adoré être enceinte, elle nous adore. Il y a un truc aussi spécial, c'est que ma mère, elle a vraiment construit sa vie autour de nous, elle a vraiment toujours tout fait pour nous. Donc en fait, pour elle, c'est presque un but à la vie ou c'est un sens à la vie. Et elle comprend pas que je puisse avoir un autre sens à ma vie. Donc je pense qu'elle a toujours dû se dire que j'allais changer d'avis ou quoi que ce soit parce que... Ah ouais, elle m'avait dit un truc du genre qu'elle me voyait bien en tant que mère. Enfin, déjà, j'ai trouvé ça hyper déplacé parce que tant que t'es pas moi, tu peux pas dire ce genre de choses. mais en plus de me dire que finalement, tout ce que je pensais avoir insinué et installé, ça n'avait pas été compris. Et que du coup, là, je devais, face à ma propre famille, à mes proches, me justifier d'un tel choix de vie. En fait, c'est chiant, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout, que j'avais l'impression d'être infantilisée encore. Comme si j'avais pas du tout de conscience. Et je lui dis, mais je sais que tu me vois encore comme ton enfant et que je suis jeune, entre guillemets, mais en fait, je suis adulte depuis un certain moment, j'ai ma propre pensée, et en fait, ces questions-là, j'y ai réfléchi. J'ai fait toutes les recherches nécessaires, toutes les réflexions nécessaires pour m'assurer de ce que je veux et de ce que je fais. Et même auquel cas, même si je m'étais plantée un jour et que je faisais quelque chose d'irréversible et que je le regrettais, je pense que le regret que je ressentirais, il serait de toute façon tellement moins important que le regret d'avoir eu un enfant. Donc voilà, je me suis quand même rendu compte qu'il fallait que je rassure ma propre mère par rapport à ça. C'est quand même hallucinant d'avoir dû faire ça alors que je pensais que c'était déjà établi, quoi. Et la réaction des personnes que tu ne connais pas? J'ai la chance de ne pas en avoir à 36 000 parce que je m'épanche pas non plus là-dessus. Enfin, je le dis pas à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Sauf quand il s'agit évidemment de relations amoureuses, sentimentales ou sexuelles. Mais les inconnus, ouais, ça me gonfle. Je comprends pas. Moi, je juge pas les inconnus. Moi, je juge pas les personnes qui veulent des enfants. Ou alors je le fais dans ma tête en me disant que je comprends pas ou que je le ferai pas, mais je vais jamais leur demander pourquoi ils veulent des enfants. Et en plus là quand je parle j'ai l'impression c'est ou t'en veux pas, mais même pas en fait. Je respecte les choix de tout le monde et si t'es pas certain et si tu... Enfin bref, que ce soit ce non-désir ou autre chose en fait, je trouve que c'est hyper malvenu de base. Mais par exemple, quand c'est ma gynéco qui m'avait demandé pourquoi j'en voulais pas, j'étais là genre, parce que tu veux quoi d'autre Ça provoque des sentiments très énervants et très virulents chez moi. Je tolère pas qu'on puisse avoir un jugement sur ce que je pense ou ce que je fais alors qu'on me connaît pas et surtout que je suis la seule à décider de ma vie. Une des questions qui revient le plus souvent quand on parle de parentalité ou non, c'est la question de l'héritage au sens large et de la transmission. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle ou auquel tu as réfléchi ? J'y ai réfléchi en écoutant tes épisodes du coup, parce que j'y avais jamais réfléchi. Je pense que si j'ai envie de transmettre quelque chose, c'est aujourd'hui, au jour le jour, pour les gens qui sont là. Et je suis assez défaitiste sur l'avenir de la planète et de l'humanité. Donc j'accorde pas beaucoup d'importance à ce que les choses pourraient devenir et à ce que j'ai envie de laisser. Pour ce qui est de mon art, parce que j'aime bien me dire que j'ai envie de laisser une trace de notre civilisation telle qu'elle est aujourd'hui, même s'il n'y a plus rien après ou même s'il y a d'autres choses après, j'aimerais peut-être laisser une petite trace, tu vois, mais ce serait plus matériel que de la transmission de savoir. Je ressens pas le besoin de l'étendre sur un long terme qui me dépasse. Parce que aussi, j'ai toujours considéré qu'une fois que je serai morte, quand ma conscience sera plus, la réalité ne sera plus. Après, ça fait genre la meuf, elle se soucie de rien et elle vit sa life en laissant la terre dépérir, mais ce n'est pas le cas. Hein. Je préfère faire le maximum d'efforts et le maximum de choses quand je suis encore vivante. Ça a plus de sens pour moi. Après, dans le cadre de mon don d'ovocytes, je me suis rendu compte que je transmettais mes gènes et en fait, ça m'a trop fait plaisir. C'est une pote qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit oh, mais ça se trouve, je vais croiser une mini Sarah dans la rue. Et du coup, ça c'est assez kiffant. Je me rappelle, j'avais fait un texto à mon frère pour lui dire que j'avais assuré notre descendance génétique.
Pour toi, c'est quoi une vie sans enfant? C'est la liberté. Une vie sans enfant, c'est ma vie, c'est tout. Je vois pas quoi dire de plus. C'est une vie comme une autre. Il n'y a pas grand débat à avoir. Pour moi, c'est une vie libre, sereine, sans contrainte, dans laquelle je m'épanouirais. Mais par contre, elle vaut toutes les autres vies aussi. Est-ce que tu es ou est-ce que tu as été amoureuse? Parce que je te pose la question parce qu'en gros, c'est une des remarques qu'on peut faire souvent du fait que si tu ne veux pas d'enfant, c'est parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne. Moi, il y a un truc que j'adore répondre à ça. C'est que si la personne de ma vie, elle veut des enfants, c'est que c'est pas la personne de ma vie. Alors, pour répondre à ta question, oui, j'ai déjà été amoureuse. Moi, quand je commence une relation, quelle qu'elle soit, je fais très vite part du fait que j'ai ce non-désir. Je le dis pas en mode « Ah, au fait, moi, j'en veux pas ». C'est juste que c'est quelque chose qui va ressortir naturellement de chez moi. Je sais pas, au détour d'une conversation ou d'un truc, tu vas le ressentir, en fait, que j'en veux pas. Du coup, ça vient assez vite sur le tapis. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'il faut que j'aborde mes relations. Et évidemment, j'ai pas envie de m'investir dans une relation qui pourrait pas me convenir sur ce plan-là parce que c'est des questions hyper importantes. Donc du coup, j'essaye d'en faire très vite part. J'ai été 4 ans avec mon premier amour et je crois que j'avais limite convaincue de pas avoir d'enfant. Et puis ensuite, mon dernier ex, lui, par contre, heureusement, je me suis rendu compte quand c'était déjà la fin ou qu'on était déjà séparés ou quoi. Un jour, je l'avais entendu dire moi, mes enfants, plus tard, blablabla. Et là, j'ai fait waouh! Du coup, c'est là que tu te rends compte que ça peut pas trop le faire, quoi. Il vaut mieux, hein. Et oui, évidemment que c'est important comme question dans la façon d'aborder ses relations amoureuses. C'est une décision qui ne concerne que toi et qui est indépendante du fait d'être amoureux ou amoureuse. Et moi, je me vois pas du tout, même si je tombe éperdument amoureuse de quelqu'un, faire un enfant avec cette personne parce que j'en suis amoureuse. Je ferai un enfant pour faire un enfant si j'ai envie de faire un enfant. Si je dois créer quelque chose avec cette personne, je n'aurais pas envie que ce soit un enfant. Ce sera autre chose et je pense qu'on a bien d'autres choses à créer et à partager avec des gens que quelque chose dont on ne veut pas personnellement. Pour moi, l'amour ne justifie pas le fait de faire un enfant. Enfin, je sais pas si c'est très bien dit. Parce que j'espère que tous les enfants sont faits avec amour. Et j'avais une question sur le fait de ta relation avec les enfants et est-ce que tu les aimes et tout, mais on a compris que tu détestais les enfants. Ce qui est rigolo dans ça, c'est que tu as fait un don d'ovocytes qui va potentiellement créer un être humain en plus sur Terre. Ce que je me suis beaucoup demandé, notamment parce qu'en plus je fais un deuxième don bientôt, c'est cette question de faire des humains en plus sur cette planète. Parce que je répète à longueur de journée qu'on est trop sur cette planète. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec une amie qui est lesbienne et en couple. On parlait de conservation d'ovocytes, etc. Et elle me disait, mais je crois que j'ai un peu changé d'avis parce que je pense que ce qui serait mieux, c'est quand même l'adoption et tout. Et je lui dis, mais je suis totalement d'accord. Enfin, cette histoire de conservation d'ovocytes, je le fais, mais alors sans aucune conviction parce que je compte clairement pas les utiliser. Parce que je compte pas avoir d'enfants et parce que même si j'en veux, c'est tellement absurde, désolée de dire ça, je privilégierais peut-être l'adoption. Dans tous les cas, ce sera dur, enfin que ce soit la PMA ou l'adoption, ce sera dur, enfin bref. Et du coup, ça c'est aussi une question éthique qui m'importe beaucoup. Et je me suis dit, mais en fait ce que je fais, c'est pas très raisonnable. Ça m'a un peu fait chier, parce que moi j'étais contente de pouvoir faire ce don de soi pour les autres, en fait, pour leur bonheur. J'avais l'impression vraiment de faire quelque chose de bien. Et en fait, clairement, les gens qui sont en processus pour recevoir ces dons et du coup faire une PMA, ils sont là depuis longtemps. Et en moyenne, une personne blanche attend 1 an et demi pour recevoir des ovocytes, une personne racisée 4 ans. Donc en fait, ces personnes-là, elles sont là, c'est que leur désir, il est tellement important que tu pourras jamais changer leur avis sur le fait d'avoir un enfant ou pas. C'est qu'au final, ça ne m'appartient pas à moi de décider de mettre cet enfant sur cette planète ou non, mais plutôt aux couples qui les demandent. Et ces couples, ils seront toujours là, et la pénurie d'ovocytes, elle est toujours là. Et tant pis si je contribue à les aider à mettre un enfant sur Terre, mais je préfère que ce soit pour ces personnes-là, que ce soit des gens qui, au final, ne savent pas vraiment pourquoi ils font des enfants, qui font des enfants, etc., etc. Le fait d'avoir des enfants pour une femme a été, et l'est encore toujours un peu, perçu comme révélateur de son identité de femme. Pour toi, est-ce qu'on devient femme
par la maternité? Autrement dit, est-ce que le fait de ne pas avoir des enfants, ça ne fait pas de toi une vraie femme? C'est quoi être une femme, Laura? Évidemment, parce que ça n'a rien à voir pour moi, me sentir femme et la maternité, etc. Ma mère me dirait pas ça. Je pense que ma mère, elle me dirait, je me suis sentie femme le jour où j'ai eu des enfants, j'en sais rien. D'ailleurs, ça m'a rappelé récemment, la première fois que j'ai eu mes règles, quand j'avais 12 ans et demi, je crois, et que je l'ai dit à mon père, et il m'a dit que j'étais devenue une femme. Donc c'est un peu la preuve quand même que dans cette société, il est intégré que quand tu es en pouvoir d'enfanter, on te considère comme une femme, quoi. Waouh! Et évidemment que je fais aucun lien entre la maternité et le fait d'être une femme, de me sentir une femme. Et puis au-delà de ça, je ne saurais pas dire ce que c'est qu'être une femme non plus. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est qu'une construction sociale. Donc effectivement, dans cette construction sociale, il y aurait sûrement cette histoire de maternité. Mais je me sens pas femme parce que j'ai un utérus ou quoi. La preuve, c'est que j'ai envie de me l'enlever. Donc je sais même pas si je me sens femme. J'aime bien, je m'y sens bien. Je pense que la seule réponse que j'ai à y apporter, c'est que je me sens femme parce que je suis discriminée pour ça et qu'on me le fait bien savoir. 3 dernières questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Je regrette absolument pas les choix que j'ai faits dans ma vie. Je pense que les choix qu'on fait ne sont pas à regretter, vu que si on les a faits, c'est qu'ils viennent de nous et qu'ils témoignent de ce qu'on est, donc il faut simplement l'accepter. Moi, je pense que j'ai eu une vie tout à fait agréable jusque-là, dont je suis très contente. Je regrette pas grand-chose, non. Vraiment. Ou alors, si j'ai pu regretter des choses, je sais qu'elles m'ont formée et qu'elles m'ont apporté des choses. Ça fait beaucoup le mot « chose », mais je regrette pas trop mon parcours de vie ou ce que j'ai pu faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent? Donnez vos ovocytes. Je suis pas là pour faire la promotion du don d'ovocytes. Non, enfin, s'il faut avoir un rapport par rapport à ça, c'est que moi je l'ai fait d'une façon qui me semblait tout à fait naturelle et avec une grande envie. Donc en fait, comme toutes les choses qui se passent dans votre vie, faites-le avec envie et parce que ça vient de vous. Mais juste en fait, vous laissez pas juger par les autres. Dans tout ce que vous faites ou tout ce que vous pouvez penser. J'ai mis du temps, je dis ça comme si c'était inné chez moi et tout, mais avant d'accepter ce que j'étais, ce que je pouvais faire et penser, etc. Et c'est toute cette réflexion que j'ai eue par rapport au choix de vie et à leur acceptation et au fait de ne pas juger autrui. Je ne l'ai pas toujours eu et j'ai dû l'accepter pour moi aussi d'abord avant... C'est compliqué, qu'est-ce que j'aurais à dire aux gens? À part ça, à part de ne pas se laisser marcher dessus par les opinions et les projections qu'ont les autres sur nous, quoi. Parce qu'on vit pour soi et pas pour les autres et que ça sert à rien de se prendre la tête ou d'avoir à se justifier auprès d'autrui sur des choix qui ne concernent que nous. Qu'on ne vit pas pour qui que ce soit, en fait. Et enfin, dernière question, Sarah, est-ce que tu es épanouie? Ouais, ça va. Je l'ai pas toujours été, mais je pense que j'ai réussi à trouver avec le temps, et notamment parce que je l'ai pas toujours été du coup, j'ai réussi à trouver un peu ce qui me convenait et ce que j'avais envie d'approfondir dans ma vie. Et voilà, comme toute personne en début de vingtaine, j'ai eu des gros bas et des gros doutes, etc. Mais bon, là, on se rend compte dans une période où du coup, je me sens beaucoup mieux et donc j'ai envie de te dire, là, ouais, je suis épanouie. Il y a peut-être un an, j'aurais pu te dire le contraire, mais voilà, après, c'est une réflexion qu'il faut se faire avec soi-même. Et puis, je sais pas, j'accepte tout ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive. Et je me sens globalement très épanouie dans ce que je fais. Tu vas l'appeler comment l'épisode? J'ai donné mes enfants. C'était Môme de Laura Bois, réalisé par elle-même avec sa propre voix et ses petits moyens. Merci à Sarah d'avoir confié son histoire. Cet épisode était important pour moi, car je suis moi-même dans une démarche de don prévue en janvier 2020 et j'ai grave la trouille. Merci de votre patience pour la sortie de l'épisode et de vos gentils mots. Il reste au moins un épisode pour cette saison, peut-être 2,
mais rien n'est encore certain. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire, je suis toujours en recherche de témoignages. Et tu peux me retrouver sur Instagram @mom_podcast, Twitter @mompodcast ou par mail mompodcast@gmail.com. À bientôt! Et toi, t'en veux des mômes ?